Pour faire face au virus Ebola qui menace toute la sous-région, le département de Toulouse-Ville, situé non loin du Libéria, mène une campagne de sensibilisation pour éviter que la maladie atteigne cette localité. Ce lundi 11 août est célébrée la journée nationale de l'arbre. Le thème « Plantons des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique ». Le ministère des Eaux et Forêts a choisi la ville de Mans, capitale du Tonkoui, pour cette célébration. Une crise alimentaire touche plus de 6 millions de personnes au Burkina Faso et au Niger à cause du manque de pluie. Des dispositions sont prises par le Burkina Faso et le Niger pour faire face à cette crise. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le gouvernement ivoirien, pour lutter contre le virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest, demande aux populations d'éviter de se serrer les mains. Il a par ailleurs fermé l'aéroport d'Abidjan aux vols en provenance des pays touchés par le virus Ebola. Ces pays ne seront pas non plus desservis par Air Côte d'Ivoire. Ce lundi, 3 membres du gouvernement, la ministre de la Santé, le ministre des Transports et celui de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, anime une conférence de presse pour plus de précisions sur cette affaire de virus Ebola. Et pour faire face justement au virus Ebola qui menace toute la sous-région ouest africaine, le département de Toulouse est situé non loin du Libéria, mène une campagne de sensibilisation pour éviter que cette maladie atteigne cette localité. Le préfet Diarra Karim est en tête de cette campagne de sensibilisation. Eric Goré est en Niamey. Situé à 20 km du Libéria, le département de Toulouse est aussi menacé par la fièvre d'Ebola qui sévit déjà dans ce pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Ici, les dispositions sont prises. Les habitudes alimentaires ont changé. Les populations disent respecter les consignes du gouvernement. Avant de manger, d'abord je lave la main, je contrôle la nourriture que je dois manger dans les restaurants quand je sors hors de Toulouse. Quand je m'en vais au dehors, je salue les gens. Quand je reviens à la maison, je lave ma main avec savon. Le directeur départemental de la santé, quant à lui, rassure et met fin aux rumeurs qui font croire que l'Ouest est touché par cette maladie. La fièvre Ebola est effectivement à notre porte, puisque 2 pays limitrophes sont touchés, que sont la Guinée et le Libéria. Mais pour le moment, ce que nous pouvons dire, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore eu de cas. Le préfet du département, Diarra Karim, a fait fermer 2 marchés et installer un poste de contrôle avancé sanitaire pour filtrer toute entrée sur le territoire national. Un stand d'isolement est déjà installé pour éviter la contamination au cas où cette maladie rentrerait sur son territoire. Diarra Karim demande tout de même à la population de respecter toutes les consignes de protection. Il y a une série de mesures que le gouvernement a édictées. Ces mesures-là concernent essentiellement l'interdiction de la consommation de la viande de brousse, mais il y a également l'interdiction de manipuler des animaux trouvés morts en brousse. Des efforts sont consentis chaque jour à Toulouse pour la protection de la population contre le virus d'Ebola. Cependant, d'autres choses restent à faire. Le renforcement du personnel du poste de contrôle avancé sanitaire pour le rendre plus efficace. Et célébré le 5 juillet de chaque année depuis 1983, la journée nationale de l'arbre a lieu cette année le 11 août. Aujourd'hui donc, le thème « Plantons des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique ». Le ministère des Eaux et Forêts a choisi la ville de Mans, capitale du Tonkoui, pour la cérémonie officielle. F. Boué, Franco-Adio. Le continent africain, continent à moitié constitué de zones arides et forestières, est particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire n'y échappe pas et les défis à relever, surtout dans le secteur forestier, sont nombreux. Notre pays a entrepris un certain nombre d'initiatives, dont les dernières en date sont la prise en main des forêts classées, l'interdiction du sillage clandestin, communément appelé sillage à façon, l'interdiction d'exploitation du bois au-dessus du 8e parallèle et surtout le nouveau code forestier qui consacre un cadre juridique, politique et stratégique s'articulant principalement autour des axes suivants.
la gestion durable et participative des forêts ainsi que la gouvernance forestière, des éléments pour conduire la politique forestière où figure en bonne place le reboisement. Une journée nationale donc pour sensibiliser. Cette journée m'offre donc l'opportunité d'inviter l'ensemble de la communauté nationale à prendre des initiatives concrètes pour reconstituer le couvert forestier par la mise en défense, la plantation d'arbres et une utilisation rationnelle des ressources forestières. Objectif, obtenir la participation de tous les acteurs et les collectivités. L'édition 2014 de la Journée nationale de l'arbre sera marquée par des actions pratiques de planting d'arbres à travers le pays. Mans a été cette année choisi par le ministère des Eaux et Forêts. Thème retenu, plantons des arbres pour lutter contre le changement climatique. L'auteur Georges Yao Kofi a mis sur le marché un ouvrage de sensibilisation et de protection des forêts ivoiriennes. L'ouvrage est intitulé « Destruction des forêts en Côte d'Ivoire, accusé, levez-vous ». La dédicace de l'ouvrage s'est faite au cours d'une cérémonie au district d'Abidjan. Chantal Eouma Akandan a assisté à cette dédicace pour RT1. Voici son reportage. Apporter sa contribution à la préservation des disparités des forêts en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif visé par Georges Yao Kofi, auteur du livre « Destruction des forêts en Côte d'Ivoire, accusé, levez-vous ». L'ouvrage retrace l'arbre généalogique de la forêt ivoirienne en indiquant que de 16 500 000 hectares en 1960, il n'en reste que 2 millions d'hectares aujourd'hui. L'auteur suggère donc qu'il faut agir vite, avant qu'il ne soit trop tard. Quand nous coupons, ne serait-ce que la branche d'un arbre, nous blessons son cœur et il nous maudit. De la même manière que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit, l'arbre est aussi l'habitat de certains principes de vie. Détruire la forêt, c'est se détruire, se tuer. Les arbres ont aussi droit à la vie, respectons-les. Aidons-les à survivre pour qu'ils nous aident à vivre. Georges Yao Kofi, à travers son ouvrage, donne l'alerte et invite les populations à adopter un comportement éco-citoyen, spécialement être des défenseurs et protecteurs de la forêt ivoirienne. Au cours de son séjour à Washington pour participer au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, en marge de ce sommet, a accordé des audiences à plusieurs personnalités, nous dit Viviane Aïba. Ce séjour américain a été mis à profit par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan pour vendre la destination Côte d'Ivoire aux investisseurs américains. Mercredi, en début de soirée, le Premier ministre était l'invité d'un dîner organisé par la communauté des hommes d'affaires et la Chambre de commerce des États-Unis. Occasion saisie par le chef du gouvernement ivoirien pour entretenir l'auditoire sur le climat favorable aux affaires en Côte d'Ivoire grâce aux efforts du président de la République Alassane Ouattara pour amener la paix et la réconciliation dans son pays et sur les progrès déjà réalisés au plan économique et l'ambition du chef de l'État pour la Côte d'Ivoire. Un exposé suivi avec intérêt par les hommes d'affaires américains. Le lendemain, jeudi, le Premier ministre recevait une délégation de Merlins Group, important groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires est de l'ordre de 150 milliards de francs CFA. On a plusieurs projets. Notre groupe est très engagé sur la Côte d'Ivoire, qui est un pays très important pour avoir ce qu'on appelle le gateway sur les États-Unis. Donc la Côte d'Ivoire nous intéresse dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'hospitality, hôtellerie, le tourisme. Elle nous intéresse dans le domaine de logistique, plateforme logistique, pour créer une certaine fluidité dans le commerce et les échanges internationaux. Nous retournons en Côte d'Ivoire d'ici le mois d'août, la fin du mois d'août, avec une équipe de banques américaines et des banques régionales pour venir finaliser. Et des chantiers sont en cours qui vont connaître une accélération d'ici la fin de l'année. Cet appel de la Côte d'Ivoire à l'investissement américain trouve un écho favorable auprès de l'Overseas Private Investment Corporation, l'OPIC, une institution financière chargée de soutenir l'investissement privé américain à l'extérieur.
Nous avons eu l'honneur de parler avec votre Premier ministre ici pendant une demi-heure pour parler des moyens que nous pouvons encourager l'investissement des États-Unis vers la Côte d'Ivoire, d'encourager ce genre de financement. Et nous avons parlé de plusieurs possibilités des sociétés américaines qui ont intérêt d'investir, par exemple, dans le secteur énergie, le secteur minière, le secteur tourisme, agricole, télécommunications. Donc, tout ce genre de secteurs sont très intéressants pour les investisseurs américains. Et nous sommes là pour leur fournir le financement et l'assurance pour faire en sorte à ce que ces investissements arrivent. Et cette information, les membres de la commission centrale de la CEI prêtent serment devant le Conseil constitutionnel ce lundi. 3 membres du Conseil constitutionnel, dont 2 femmes, ont été faits officier dans l'Ordre du mérite national de Côte d'Ivoire par la Grande Chancellerie. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire et de celui du Togo. Et elle a été présidée par le président de la Cour suprême, Abou Sanogo. Seul le travail paye, dit le dicton. Et le travail de longues années de ces 3 membres, dont 2 dames du Conseil constitutionnel, a payé. L'État de Côte d'Ivoire leur traduit sa reconnaissance. Ils sont faits officiers dans l'Ordre du mérite national. Je suis fier d'avoir servi mon pays et je suis heureuse que mon chef immédiat, monsieur le président, le professeur Francis Baudier, ait reconnu ce mérite et que ce mérite a été reconnu aussi par l'État ivoirien. Décoré dans l'ordre national, c'est vraiment un insigne honneur. Je voudrais vraiment dire merci au président de la République. Mais c'est aussi un appel à tous les Ivoiriens pour que nous puissions œuvrer ensemble pour le développement de notre pays. Pour ces récipiendaires, cette distinction n'est autre que le fruit de leur dur labeur au service de la mère patrie pendant de nombreuses années. J'ai été distingué comme commandeur dans l'ordre du mérite, commandeur dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, je suis officier dans l'ordre national. La jeune génération devrait miser autant que possible sur l'effort continu, l'endurance et aimer son pays. Ils sont désormais inscrits dans le fichier national des personnes méritantes de l'État de Côte d'Ivoire. Ces 3 nouveaux officiers de l'ordre national ont été distingués en présence d'un président du Conseil constitutionnel ivoirien et togolais. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'était adressé à la nation la veille du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au cours de cet entretien, le chef de l'État a abordé différentes questions qui préoccupent les Ivoiriens, entre autres la réconciliation nationale, la relance économique. Des responsables du RDR, du PDCI et du Renouveau pour la paix réagissent par rapport à cette intervention. Le président de la République, à la faveur de son message à la nation, a fait un bilan à mi-parcours de la gestion du pays. Nous avons retenu 3 choses essentielles. Le président a relevé que dans la vie d'une nation, qu'il doit y avoir des sujets de consensus national et que la fête de l'indépendance, c'est un de ces sujets-là. Vous vous rappelez que le chef de l'État, candidat d'alors, avait promis qu'il allait changer notre pays. Pour certains, c'était un rêve. Pour d'autres, c'était, disons, de la politique politicienne. Et vous voyez, dans tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines, la Côte d'Ivoire a fait un bond en avant. Le chef de l'État a fixé 3 objectifs à son gouvernement. Premièrement, la gestion de la dette intérieure qui permettra aux entreprises nationales d'avoir des ressources, donc favoriser la croissance. La deuxième, c'est le coût de la vie. Donc, le chef de l'État, certainement, tel que je le connais, de façon déterminée, donnera des instructions. La troisième priorité que le président s'est engagé à donner à son gouvernement, c'est, disons, la question de l'emploi, surtout l'emploi des jeunes. Vous voyez, ce troisième pan de l'intervention du président donne espoir
à la nation, donne espoir aux Ivoiriens. Mais il n'a pas oublié d'apaiser les Ivoiriens sur les questions électorales. Tout le monde sait qu'en Afrique, les problèmes d'élection, les périodes d'élection sont des périodes de crise. Et c'est pour cela, de façon patiente, par la pratique d'un dialogue effréné et sans relâche, le chef de l'État recherche toujours le consensus autour des questions politiques, notamment la question de la commission électorale indépendante. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'opposition a rejoint cette commission qui en fait un instrument consensuel où tous les Ivoiriens seront d'accord sur, disons, la question électorale. Donc vous voyez, au plan du passé, au plan du présent, au plan de l'avenir, le chef de l'État s'inscrit résolument dans la gestion de ce pays en accent sa vision, son action sur la philosophie oufouettiste, c'est-à-dire le dialogue, rien que le dialogue pour la recherche d'un consensus national. La particularité de l'intervention du président de la République, c'est que des journalistes sont venus, lui ont posé des questions spontanées et lui aussi a donné des réponses tout aussi spontanées. Dans l'interview du président de la République, il a fait étalage de 3 aspects importants de la vie de la nation. Le premier aspect concerne la situation économique de la Côte d'Ivoire. Lui-même l'a souligné. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a trouvé une Côte d'Ivoire défigurée, une administration qui était en perte de vitesse. Et aujourd'hui, point n'est besoin de vous le dire, il suffit de jeter un regard sur l'ensemble du pays pour se rendre compte des grandes réalisations qui se font dans un cadre de développement global et intégré. C'est à saluer. Le président de la République, au-delà de l'aspect économique, a aussi parlé de la réconciliation nationale. C'est vrai, les autres avaient du mal à s'engager dans le processus de réconciliation nationale, mais de plus en plus, on voit bien que l'horizon s'éclaircit sur la base, bien sûr, des interpellations du président Rikonan Bédié, du président de la République lui-même et tout récemment du président François Hollande. Le troisième aspect de l'intervention du président de la République concerne la situation sociale de ses administrés. Je sais que chaque jour que Dieu fait, lorsque nous allons en conseil des ministres, son souci majeur a toujours été de nous interpeller sur le quotidien des Ivoiriens. En tant que porte-parole du PDCI-RDA, je ne peux que souscrire à ce discours. Dans tous les cas, le PDCI-RDA n'est pas un parti d'opposition aujourd'hui. Nous gérons ensemble la Côte d'Ivoire avec le RDR, l'UDPCI et bien d'autres encore dans le cadre du RHDP. Donc ce que le président de la République dit engage aussi nos partis. Dans l'ensemble, le discours est rassurant du président de la République, mais encore avec beaucoup de promesses. Et donc, ces promesses pour arriver à l'émergence, il faut qu'on s'organise, que le président de la République prenne toutes les dispositions pour que toutes les couches de la population s'impliquent, pour que nous voyions pointer cette émergence. Nous n'avons pas le droit de faire une opposition violente, ce n'est pas normal, mais nous avons le devoir de faire une opposition qui dit la vérité et qui dit ce qui est du terrain. Le président a indiqué les statistiques qu'il a reçues. Nous sommes des gens de terrain. Nous faisons le constat sur le terrain.
je suis marraine des jeunes sans emploi de Côte d'Ivoire. C'est des milliers de jeunes qui sont sans emploi. Et les chiffres avancés, je ne dirais pas que ce n'est pas juste, mais si c'est fait, je pense qu'il y a beaucoup encore qui reste à faire. Et que nos enfants ne travaillent pas. Et on doit encore redoubler d'efforts. Si ce qui est dit a été fait, il faut peut-être faire 2 fois plus ou 3 fois plus. De grands chantiers sont ouverts et c'est en cela que nous voulons féliciter le gouvernement et leur demander de continuer dans ce sens. Mais en même temps, ces questions qui ont été abordées, les questions de l'emploi jeune, les questions de santé, les questions de scolarité, les questions, toutes ces questions sont de grands chantiers à ouvrir réellement. Il ne faut pas rester au niveau promesse. Ont été recueillis par Gabriel Zani Emmanuela. Autre information, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, sera dans la localité de Daloa dans les prochains jours. Les cadres et élus de Daloa, avec à leur tête le président du conseil régional du Haut-Sassandra, le professeur Alphonse Guégué Madi, s'organisent pour lui réserver un bel accueil. Eric Goré est Magnamien. Comment faire régner la paix dans la région de Daloa et comment s'unir pour le développement? C'est autour de ces valeurs que se sont réunis élus et cadres de la région à Daloa. Au cœur des discussions, l'arrivée prochaine du président de l'Assemblée nationale dans la localité. Pour le professeur Alphonse Guégué Madi, président du conseil régional, cette visite doit être une réussite. C'est pourquoi il invite chacun à apporter sa contribution. La mobilisation, la disponibilité, l'expression de leur volonté, qu'elles s'associent. Maître Émile Séri Kossougro, cadre de Daloa, place en cette visite un espoir. Quand le président de l'Assemblée, avec ce que nous avons vu dans certaines régions, passe, il reste toujours des traces indélébiles, à savoir la construction des maternités, des écoles, les dons aux foyers démunis. La population, elle, se dit heureuse d'accueillir le président de l'Assemblée nationale à Daloa. Il y a très longtemps, nous attendions cela. Et une visite de cette envergure ne peut que soulager la population de Daloa et de la région du Haut-Sassandra. Les dates de cette visite du président de l'Assemblée nationale seront connues dans les jours à venir. Le lancement des journées du communicateur JICOM de l'Institut des sciences et techniques de la communication, édition 2014, a eu lieu cette fin de semaine dans l'enceinte de l'ISTC. Les JICOM de l'ISTC permettent aux étudiants en fin de cycle de faire connaître leurs travaux. Patricia Omouetia. La journée du communicateur constitue une opportunité pour les étudiants de l'ISTC en fin de cycle. Pour les responsables de l'établissement, c'est l'occasion pour eux d'exposer leur savoir-faire aux décideurs et au grand public. Saluer la décision de ceux et de celles qui, après une journée de travail, s'invitent dans une école pour apprendre. En presse écrite, ils ont traité SOS, la lagune se meurt, un sujet d'actualité. Nous tous, nous constatons qu'aujourd'hui, la lagune a un problème. L'ISTC permet au travail des JICOM de démontrer qu'elle base 80% de son travail sur la pratique et 20% sur la théorie. Les pratiques professionnelles que nous avons effectuées pendant 2 mois nous ont mis en situation réelle d'entreprise. C'est une joie pour nous de pouvoir participer à ces journées du communicateur. Premier essai, nous pouvons dire coup de maître. Nous espérons améliorer certaines choses encore. Pour les représentants des ministres de la communication et celui de l'emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle, l'enjeu est de faire en sorte que l'ISTC mette sur le marché des professionnels. Essayer de s'inscrire dans le débat national par une formation de pointe, une formation de qualité, de sorte qu'ils n'en soient pas exclus. C'est surtout pour nous l'occasion d'encourager nos compatriotes qui travaillent déjà à venir améliorer leur niveau de connaissances. Les pratiques professionnelles ont pour but de mettre en exergue l'ensemble des connaissances acquises au cours du cycle de formation. Nous allons rester avec Patricia Omouetia qui nous parle maintenant de la 4e édition des Journées du Paralytique qui a eu lieu. Cette édition a eu lieu le samedi dernier à Yopougon. Objectif, favoriser l'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées en Côte d'Ivoire.
La première mission est la défense individuelle des droits des personnes handicapées et la revendication collective de leurs droits, indique le président de l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire, à l'occasion du lancement de la journée du paralytique. C'est l'occasion que nous nous donnons de poser nos problèmes et de tenter à notre niveau, de faire des plaidoyers auprès, n'est-ce pas, de nos autorités administratives et politiques, n'est-ce pas, pour qu'on puisse nous intégrer dans les politiques et programmes de développement qui sont mis en place. Pour le représentant du ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, l'important est de les accompagner et de les soutenir pour leur permettre de trouver une activité. Les personnes handicapées, par exemple, ont reçu une augmentation de leur subvention qui est passée de 9 millions à 50 millions. Les personnes handicapées, à la date du 4 juillet dernier, viennent de recevoir les clés de leur véhicule de liaison. Bientôt, ces personnes handicapées vont également recevoir un siège qui leur est octroyé par l'État de Côte d'Ivoire. Soutien apprécié par les différents acteurs. Nous savons qu'avec le président de la République, des solutions seront trouvées donc à la situation des personnes handicapées et nous sommes venus apporter notre modeste contribution à la réussite donc de ces journées-là. L'inclusion sociale est une thématique très importante au cours de cette 4e édition des Journées du paralytique, car cela consiste à aider les handicapés à être autonomes. Parlons maintenant d'Apompronou, un village de la sous-préfecture de Yakassé-Feyasé dans la région de l'Indénié-Djouablin. Cette localité s'est dotée de nombreuses infrastructures qui font d'elle un village moderne où les populations rêvent d'obtenir une sous-préfecture, nous dit Eugène Atoubé. Des femmes agricultrices qui se battent au quotidien pour écouler sur les marchés les produits de leurs champs, parfois transformant ces produits sur place. Des jeunes et des hommes ayant accepté de rester au village pour travailler la terre ou exerçant une activité grâce à laquelle ils peuvent se prendre en charge. Tous ce sont des acteurs participant au dynamisme du village d'Apompronou. Je suis en parfaite harmonie avec la population. Il n'y a pas de divergence. Nous attendons que la voie donc, qui devait partir de Daoukro pour déboucher sur Apompronou soit achevée parce qu'elle a été bitumée jusque sur la Komoé. Mais le tronçon donc, de la Komoé à Apompronou reste à être bitumé. Et puis qu'il y ait donc une ouverture de la voie partant d'Apompronou donc qui arrive au Ghana pour que donc les activités de cette zone aussi puissent se développer véritablement. Apompronou, c'est un village de 10 000 âmes qui progresse d'année en année au regard de ses acquis en termes d'infrastructures socio-économiques. Ici, le centre de santé du village, doté d'une ambulance qui reçoit les populations de plusieurs villages alentours. Apompronou est un carrefour. Nous recevons beaucoup de patients. En conséquence, nous n'avons pas le moyen de pouvoir nous occuper de tous ces patients. Donc, lorsque nous sommes débordés, nous transformons les patients vers d'autres centres de santé. Donc, quelque part, il faut réfléchir déjà sur l'augmentation de la capacité d'accueil du centre de santé d'Apompronou. C'est inadmissible qu'une petite analyse, par exemple, la numération formule sanguine, le mal est obligé de quitter Apompronou pour aller jusqu'à Bangoro, avec cet état de route vraiment assez dégradé. Et je crois que pour une prise en charge vraiment plus efficiente, le minimum qu'on puisse avoir, c'est un laboratoire. Parce qu'un laboratoire permettrait la prise en charge plus efficiente des patients que nous avons. Le centre de santé urbain d'Apompronou fait la fierté des populations autant que le collège, un établissement construit depuis 2007 et qui accueille 800 élèves mais qui souffre d'un déficit d'enseignants. Le manque, c'est à tous les niveaux. Nous n'avons pas de professeur de maths, nous n'avons pas de professeur d'anglais. Un seul éducateur, il est seul à gérer les 796 élèves de l'établissement. Apompronou poursuit sa progression dans un contexte d'évolution démographique. Du coup, se pose un déficit de logement. Et sur la question, les populations, les cadres et la mutuelle s'engagent à trouver une solution. Le chef Nanan Ngouan Pagny II les a exhortés à prendre le problème à bras le corps. L'enjeu, arriver à satisfaire tous les fonctionnaires et agents de l'État en poste à Apompronou dans la perspective de voir ce village dynamique érigé en sous-préfecture. Une crise alimentaire touche plus de 6 millions de personnes au Burkina Faso et au Niger à cause du manque de pluie. Des dispositions sont prises par ces deux pays pour faire face à cette crise.
À Nangrin, situé à seulement 7 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, comme dans la plupart des villages du Sahel, il a fallu attendre la fin du mois de juillet pour semer le mil. Le ciel a tardé à ouvrir ses vannes, confirmant malheureusement les prévisions météorologiques qui annonçaient des précipitations déficitaires sur la majeure partie de la région. Malheureusement, on est en train de tendre vers l'aspect déficitaire plutôt de la campagne. Je crains que nous n'ayons à régler les problèmes de la campagne passée, mais aussi les difficultés de la campagne en cours que nous voyons avec beaucoup d'inquiétude. Cette situation tombe au plus mal. La région fait déjà face à une crise alimentaire qui touche plus de 6 millions de personnes. Au cours d'une réunion d'urgence organisée récemment à Ouagadougou, les 8 pays membres de l'UEMOA, tous touchés par cette crise, ont évalué à plus de 100 milliards de francs CFA les besoins financiers pour prendre en charge l'ensemble des populations concernées. Nous avons reconstitué nos stocks de sécurité alimentaire. Nous avons fait un certain nombre d'actions de soutien à la production agricole et nous nous préparons vraiment pour déployer le plan de résilience au cas où la situation allait vraiment de mal en pis. Il est à craindre que cette crise ne s'installe durablement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.